Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo là. Donc, j'enchaîne sur les interviews, puisque la dernière, c'était Jonathan Nowak de la chaîne Fructify. Et donc, bon, bah, Dimitri, que vous connaissez déjà, de la chaîne Crypto Paradise Consulting. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien en haut à droite Salut, si vous voulez vous abonner à sa chaîne. Il fait des vidéos assez fréquemment où il parle de salut à crypto. tous. Voilà, macroéconomie. Et c'est d'ailleurs les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va faire un petit point marché crypto d'une manière générale. Et puis ensuite parler d'économie comme macroéconomie, et plus particulièrement par rapport à l'Europe. Voilà, c'est chose qui, je pense, concerne la grosse majorité de mon audience et de celle de Dimitri aussi. Donc, déjà, Dimitri, comment ça va en France? Puisque moi, je suis revenu en terre promise à Maurice, mais toi, t'es encore bloqué à Eurogoulag. Bloqué, c'est vite dit. Bon, bonjour à tous. Non, non, pas bloqué. C'est mon libre choix d'être toujours Oui. ici. Et donc, non, non, tout va bien en France. Je suis toujours dans le sud de la France d'ailleurs. Et surtout, de petite parenthèse, dans une semaine, je pars au Liberland, ce qui va être le grand voyage tant attendu, notamment par ma famille. Donc, ça va être assez sympa. Et on va se retrouver, on va faire un petit périple, on va en profiter pour s'arrêter en Slovénie, en Croatie, etc. Sur le chemin du Liberland, on va voir de près à quoi ça ressemble cette histoire. Ah, vous allez vraiment Avec, sur place, quoi, sur l'île. ouais, ouais, on va Excellent. sur place, on reste 3 jours là-bas. Ils ont construit Ok. un petit village du côté serbe qui s'appelle Ark et où ils ont une espèce de petit campement liberlandais, puisqu'à chaque fois qu'ils vont réellement, qu'on met le pied sur le Liberland, il y a la police croate qui vient un peu nous chercher les poules, si j'ai bien compris. Mais ça, c'est la première fois que j'y vais, donc je vais m'en rendre compte par moi-même. Il se trouve que le samedi, il y a une journée de conférence. J'essaierai de faire un YouTube live, si je peux, parce que moi-même, je vais prendre la parole lors de cette conférence et puis il y aura un tas de... Je te mettrai le lien, peut-être je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras le mettre sous la vidéo, le Volontiers. lien vers le comment s'appelle, YouTube l'agenda du Live. Liberland ce jour-là. Ah, ok, l'agenda. Ouais, Ok, ça marche. voilà. Ok, Donc voilà, excellent. ça va être rigolo. Et après, retour en terre promise à Maurice fin août, vers le 24. Voilà. Ok. Bon, bah oui, ça va être amusant de suivre tes aventures au Liberland. Je suis assez curieux de voir du coup ce qu'ils ont mis en place comme infrastructure là-bas. Et puis ton retour hein, et sur le fait que, petite parenthèse, mais en fait, c'est normalement un bout de terre qui a été revendiqué par donc, le fondateur du Liberland pour le Liberland et sur lequel il n'y a Ouais. ni la Croatie ni la Slovaquie, c'est ça, ont de droit d'un Serbie. point de vue international. Et C'est Serbie, Serbie. ok. Ok. Serbie-Croatie, c'est vraiment à la frontière du Danube et suite à la séparation des pays quand l'ex-Yougoslavie a explosé, disons, il y a eu une frontière qui a été tirée assez rapidement et ça a créé pas mal de problématiques sur des petits îlots sur le Danube qui lui fait des méandres et la frontière qui a été tracée toute droite. Donc il y a eu comme ça des revendications de part et d'autre et puis finalement cet endroit-là n'a été revendiqué par personne. Donc c'est ça qui était assez bien vu du fondateur du Liberland, donc qui est maintenant le président du Liberland, Vit Jedlicka. Et, euh, et oui, l'histoire est amusante, hein, c'est sûr. L'histoire est très très amusante. On verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est sur un projet qui peut sembler utopique, très libertarien, mais moi qui correspond assez à mes valeurs en fait. Donc surtout les gens que j'ai rencontrés via le Liberland jusqu'à maintenant, vraiment, je crois qu'il y a un partage de ce genre de valeurs, c'est quand même sympa, quoi. Voilà. Euh, Je vais peut-être finir par voilà vous pour l'histoire. rejoindre du coup. Et oui, 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 oui. Oui, l'endroit. Alors géographiquement, je dois admettre que c'est pas le meilleur endroit du monde. Je préférerais que le Liberland soit à l'île Maurice. Je te le dis franchement. Mais bon, ça c'est à nous d'y travailler, quoi. Aller m'installer pour de moi, même si un jour c'est un pays à m'installer dans ce coin de l'Europe, je suis pas certain. Peut-être y passer un petit peu de temps chaque année, pourquoi pas, ou y aller y faire un tour, comme j'y vais là. Mais y habiter à l'année, non. Non. On prend ça. Beaucoup trop froid l'hiver. On a fait une grosse parenthèse autour du Liberland, mais du coup, pour revenir au sujet crypto. Donc, Ouais.
Alors, le marché a rebondi. Le marché a rebondi. La zone des 23K est défendue. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? Est-ce que toi, voilà, t'as fait des choses? Est-ce que tu bouges Alors pas? moi, Tu attends, tu regardes? Voilà. moi, j'ai fait une vidéo et deux même récemment où j'expliquais ma stratégie pour moi qui est la meilleure en ce moment et qui est le DCA. Alors, moi, à la différence de nombre d'internautes et sûrement de tes auditeurs, spectateurs, peut-être même de toi-même, euh, je n'essaye pas de timer le marché. J'ai beaucoup de mal avec ça. D'abord, j'ai fait des conneries j'ai des antécédents sur les marchés. Donc j'ai beaucoup, j'ai beaucoup tenté de faire du trading à d'autres époques d'ailleurs, hein, et pas du tout avec les cryptos. Mais globalement, même avec les cryptos, je l'ai fait aussi. Le problème, c'est que je pense qu'on a, je pense honnêtement hein, que personne n'a d'idée sur ce que va faire le Bitcoin, ni demain, ni dans une semaine, ni dans un mois, ni dans un an. Personne. Donc, même les gars qui ont énormément de, comment s'appelle, D'expérience? d'expérience Mm. dans le trading, ils n'en ont pas plus que quelqu'un d'autre. Hein. Alors, qu'on vienne m'expliquer que des patterns se répètent dans l'histoire, ça, je le crois volontiers. Je pense effectivement que d'ailleurs, plus on prend de mon point de vue, plus on prend la big picture, euh, plus on a des patterns qui effectivement se révèlent assez justes. Mais à mon avis, plus on réduit et plus on essaie de se mettre sur du Des timing très unités de très bas, temps. c'est-à-dire sur Mm. des bougies qui font 30 minutes ou 15 minutes ou je sais pas quoi, et qu'on essaie Ça, de c'est vraiment trouver, très alors bas. là, ouais, et qu'on fait de l'analyse technique sur ce genre de configuration me paraît toujours très très osé parce qu'on peut faire dire absolument n'importe quoi à un chart. Hein. Je veux dire, moi j'ai déjà vu le même chart, si tu veux, où un gars te fait 30 000 courbes, il te tire des traits dans tous les sens et à la fin il te dit cette pattern nous montre une épaule tête épaule qui va dire que ça va monter ou que ça va baisser, j'en sais rien. Et puis un autre à côté te fait rigoureusement l'analyse inverse hein, avec la même figure. Et lui va conclure l'inverse. Alors, j'en arrive à la conclusion que timer le marché est très très compliqué. Donc c'est évidemment que quand on investit pour le long terme, et ça pour moi c'est le cœur de mon raisonnement, c'est que moi j'investis sur un actif qui est le Bitcoin, que maintenant en plus je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le considère à part des autres cryptos. Et cet actif-là, pour moi, il est promis à un avenir radieux. Voilà, maintenant, c'est ma conviction. Là-dessus, j'ai peut-être tort, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est ma conviction, mais très profondément ancrée maintenant. C'est-à-dire, j'ai la conviction que le Bitcoin va avoir un rôle en termes d'actifs liquides euh, pour l'humanité dans les années qui viennent, qui va être majeur. Et donc, il va sucer, si tu veux, si je puis dire, à lui toute une partie des actifs qui viennent d'autres actifs liquides. Mm. L'or, les actions, etc. Une énorme partie va se retrouver sur le Bitcoin à un moment ou à un autre dans le futur et c'est plutôt des étapes qui vont être passées et pas des choses qui sont ponctuelles pour revenir en arrière. Donc voilà ma vision. Alors dès lors, ça veut dire que je pense que le Bitcoin ira très loin. Dès lors, pourquoi essayer de le timer si tu veux? C'est un peu la question. Alors évidemment que le but d'un bon investisseur, c'est d'acheter l'actif le moins cher possible. Donc évidemment, il vaut mieux l'acheter aujourd'hui à 23 000 que de l'avoir Euh, acheté à 70 000 ou à 65 000 il y a 4 mois. Ça, c'est certain. Donc, essayer à ce niveau-là de timer, c'est très, très bien. Ce qui m'a amené donc à ma conclusion que j'ai fait dans mes deux dernières vidéos, que c'est la DCA, la stratégie du dollar cost average, qui, à mon avis, est une très bonne stratégie. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a devant nous une période qui peut aller jusqu'à 2024. Si je reprends les cycles, hein, mais là encore, c'est du prédictif. Donc là, par contre, je me lance un peu dans la boule de cristal. Mais admettons, si je prends les cycles du Bitcoin que maintenant je suis depuis longtemps, oui, le Bitcoin, il lui arrive quelque chose en général juste après le halving. Et quand je dis lui arrive quelque chose, c'est-à-dire c'est là où il explose à la hausse. On l'a vu en 2020, on l'a vu en 2016, c'est-à-dire après le halving de 2016, hein, c'est arrivé en 2017, donc relativement longtemps après. En 2020, c'est arrivé 6 mois, 7 mois après, puisque c'est fin 2020 que ça a commencé à vraiment monter. On a le prochain halving, si tu veux, vers mars-avril 2024. Donc, il est possible, je dis juste probable,
qu'on ait une fenêtre là de 2 ans où on ait un Bitcoin qui se traîne un peu et qui se traîne vers des niveaux qui peuvent aller bas. Ouais, ouais. Et alors après, il y a toutes ces incertitudes qui sont liées à la géopolitique, où là, sur un événement majeur géopolitique, on pourrait avoir un crash très violent, ça je pense qu'on en est tous conscients, y compris du Bitcoin. Donc on a une période de 2 ans, je dirais, devant nous, grosso modo, où on est dans une incertitude assez grande, mais avec une forte probabilité qu'on ait un Bitcoin qui touche un point bas à un moment donné. Qui peut dire quand, qui peut dire où, qui peut dire si le point bas, c'était pas du coup il y a 3 semaines à 17 800, et d'ailleurs, la remontée actuelle, je sais qu'elle en surprend quelques-uns, hein, donc déjà, alors que pourtant, c'est quand même pas la folie par rapport au prix qu'on a connu avant, euh, on a peut-être déjà touché le plus bas. Dans ce cas-là, une stratégie DCA ne peut pas être perdante. C'est-à-dire que là, si on repart sur une hausse, que le cycle ne s'est pas terminé, qu'on repart sur une hausse, et que le Bitcoin, comme d'habitude, nous étonne, et il nous a souvent étonné, le Bitcoin. Il ne fait pas du tout ce qu'on attend de lui, si tu veux, le Bitcoin. Donc, qu'il reparte à la hausse maintenant, en faisant du DCA, on ne peut pas faire d'erreur. Si, en revanche, on se retrouve sur une période de vache maigre, qu'on ait en plus un événement majeur au niveau international et qu'il y ait vraiment un crash dans les semaines ou les mois qui viennent, on aura un point bas. Et en faisant du DCA, ben, on va toucher le point bas. Et puis voilà, donc quels que soient les scénarios, si tu veux, la stratégie DCA me semble une bonne stratégie pour réinvestir. Alors j'ai évidemment des gens dans ma communauté qui me disent oui, mais ça c'est bien si tu as encore des cartouches à mettre dedans. Évidemment, évidemment. Ceux qui sont loadés en Bitcoin et qui ne peuvent plus sortir, bon, oui, eux, évidemment, c'est une autre histoire. Mais moi, j'ai toujours été, moi, j'ai sorti, moi, à chaque fois que le Bitcoin fait des belles envolées, quand même, j'en sors un. C'est pas que je vends, moi, j'ai toujours dit que je ne vendrais pas des Bitcoins, mais j'ai toujours dans mon portefeuille une partie qui n'est pas du Bitcoin, qui est l'inverse, qui est donc le dollar, hein, ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Et je pense qu'il faut toujours avoir des dollars de côté parce qu'on vit avec des dollars. Et puis, en plus, ils permettent justement de remettre des cartouches lorsqu'on estime que c'est le bon moment. Et je pense que là, on est dans un bon timing sur les 2 prochaines années. Donc, tu sais, j'ai dit un truc très simple. J'ai dit, vous prenez une somme que vous pouvez oublier pour les 3, 4 prochaines années, que vous allez mettre dedans, vous la divisez par 100, et chaque semaine, à intervalles très réguliers, vous investissez donc 1 centième de ce que vous de ce que vous allez investir. Une fois par semaine, vous mettez ça. Donc, imagine que tu es 100 000 euros à investir et à oublier pendant 3 ans. Ben, tu vas mettre 1 000 euros toutes les semaines pendant 100 semaines. Ça fait 2 ans à peu près. Et à mon avis, voilà, en faisant ça, on ne va pas faire de grosses erreurs. Voilà. Alors, c'est quand même intéressant parce que tu dis que tu ne times pas le marché, mais en fait, ton DCA, tu l'as repris dernièrement. Tu vois, tu l'avais interrompu pendant un moment. Ouais, voilà. Oui. Donc, en final, c'est une forme de timing du marché. Tu vois, On est d'accord. On est d'accord. voilà. On Et est comme d'accord. tu l'as dit, tu as sorti, au final, tu as vendu du Bitcoin pour avoir du dollar. Tu as rééquilibré Oui, quand même. Bon, voilà. Donc, il toujours. y a quand même, Toujours. tu vois, une gestion du risque et une gestion éclairée. Moi, je tiens quand même à le préciser Toujours. parce que je suis complètement. En fait, le DCA, il y a un côté un peu formule magique. Tu vois, tout le monde crie ah, mais bah, je suis en DCA, donc tout va bien. On a l'impression que voilà, c'est la formule magique, c'est ce qui va nous faire gagner, c'est le truc facile. Mais, mais non, en fait. Juste du DCA bête et méchant, ça peut être extrêmement dangereux aussi, quoi. Il faut faire gaffe, bien sûr, Non, des mais actifs de sur toute lesquels on façon, fait. Et puis, il y a une notion de timing quand même. Enfin, tu vas pas, tu fais pas, tu vas pas te lancer à un DCA, effectivement, sur un marché où il a fait déjà un x20, quoi. c'est clair. Typiquement, c'est une bêtise. Enfin, Voilà. il a fait des x20, il a fait bien plus que x20, même au niveau actuel. Mais tout dépend par rapport à quel moment tu te places. C'est ça. Donc, la seule vraie question, finalement, derrière tout ça, donc déjà, première remarque, tu as tout à fait raison. Je dirais juste, moi, je suis en train de réfléchir, figure-toi, justement, à comment est-ce que je vais expliquer, si je devais expliquer finalement une stratégie euh, Bitcoin standard, en quoi elle consiste. Et on avait déjà abordé ce sujet, et qui est finalement la stratégie dans laquelle je me place. C'est quoi vivre en Bitcoin standard? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout avoir en Bitcoin? Et la réponse est non. On le voit bien, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu, même si ce n'est pas scientifiquement écrit, et c'est peut-être ça que je vais m'attacher dans les mois qui viennent à mettre ça, à essayer
de cadrer ça de manière assez claire et de dire finalement, il faut toujours avoir dans son portefeuille un pourcentage de son portefeuille qui soit notamment là, quand on est en Bitcoin, le Bitcoin et le dollar étant vraiment fondamentalement euh, inversement corrélés, le Bitcoin et le dollar, c'est pour moi les deux valeurs parfaites à avoir, parce que quand on a les deux, obligatoirement, si tu veux, il y a le côté, il y en a un qui va mal, l'autre va bien. Et là, je crois, c'est vraiment flagrant. La seule question à se poser, c'est du coup, comment est-ce qu'on arbitre? Et là, par contre, oui, on parle d'arbitrage. Comment est-ce qu'on arbitre l'un et l'autre? C'est quoi les pondérations de l'un et l'autre, notamment en fonction, évidemment, des niveaux de l'un et l'autre? Et ça, d'abord, pour en faire un schéma et quelque chose que n'importe qui pourrait suivre et mettre en pratique, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que c'est évidemment intéressant. Donc, évidemment, quand le Bitcoin était à 60, voilà, qu'il est en pleine explosion, quand on est dans une stratégie DCA, peut-être pour les 2 prochaines années, évidemment, on va réduire son exposition dollar pour augmenter son exposition Bitcoin. Le Bitcoin, quand il va remonter, s'il fait la même chose qu'il a fait dans le cycle précédent, il y a un moment donné, arrivera le moment où il va falloir réduire son exposition Bitcoin pour réaugmenter son exposition dollar. Donc, oui, évidemment qu'il y a un moment où ça arbitre, et je suis assez d'accord. C'est pas comme si, au final, on faisait du DCA toute sa vie en achetant. Bon, maintenant, le fait que le Bitcoin ait fait x20, voilà, tout dépend sur quel time frame tu te places, hein, parce que si tu prends le Bien sûr. Bitcoin depuis 10 ans, ton Cas x20, de- il a Bah fait. là, c'est Voilà. pour ça qu'on réintroduit encore un côté, un minimum d'analyse technique. Tu vois, quand on a le Bitcoin qui a commencé, qui a commencé à partir dessus des 12K. Je crois que c'était autour d'octobre, novembre 2020. Pour moi, voilà, c'est un point déjà, c'était un gros signal, quoi, euh, de relance, Ouais. en fait, d'une nouvelle hausse potentiellement assez puissante. Bon, bah, l'histoire a montré que Ben ça a moi, été le là, cas. là, je t'avoue que si je regarde analyse technique, moi, encore une fois, j'apprécie beaucoup, notamment sur des grosses time frames. C'est-à-dire Mm. si tu prends du mensuel et que tu regardes vraiment la big picture. Ah oui, alors analyse technique, bien sûr qu'on voit ce qui fait le Bitcoin. Et là, moi, si tu veux, les 20 000, je l'ai toujours dit, hein, les 20 000 pour moi sont un point absolument hyper important, quoi. D'ailleurs, on voit, ça, on est autour. Donc, est-ce qu'on allait casser les 20 000? Moi, j'avais dit dans une vidéo il y a un an, plus d'un an, notamment, j'avais dit avant qu'il passe les 20 000, j'avais dit quand il va passer les 20 000, vous verrez qu'il ne reviendra plus jamais en dessous. Bon, objectivement, je me suis planté parce qu'il est quand même repassé sous 20 000. Mais on voit bien comme les 20 000 restent quand même un point très, très important. Moi, la seule chose à laquelle, pour moi, où il y a énormément d'incertitudes, c'est sur la géopolitique et sur le fait que je pense que si on assiste à des événements, malheureusement, qui sont quand même possibles, je dirais même probables, à des événements, je dirais, au niveau géopolitique qui, encore une fois, vont nous subjuguer, comme on l'a vu avec le Covid, comme on l'a vu avec la guerre en Russie, en Ukraine. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va arriver dans les mois qui viennent, mais quelque chose me dit qu'on va pas se retrouver tout tranquille avec tout à coup plus rien, c'est-à-dire tout va bien. Non, ça, je pense qu'on va encore avoir droit à certaines choses qui peuvent, là, pour le coup, vraiment avoir des impacts très, 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 très forts sur des marchés, sur tous les marchés, Mm. et dont le Bitcoin, ça, c'est sûr. Et donc, voir un Bitcoin qui va nous faire quelque chose comme on a eu en mars 2020, je veux dire, le Bitcoin est descendu à 3800 balles, hein, Mm. 3800 $ de mémoire, lorsqu'il y a eu l'annonce du Covid. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et là, pour le coup, oui, c'est le genre de petit événement où je dirais même, moi c'est de prendre même une petite partie supplémentaire et de l'avoir de côté pour la mettre. Voilà, moi, si je vois le Bitcoin partir sous 10 000, là, c'est sûr que j'en rachète. Mais parce que j'ai cette conviction absolument vissée au corps que le Bitcoin est voué à un avenir radieux. Mm. Je peux concevoir, hein, il y a des gens j'ai lu, hein, il y en a qui disent que le Bitcoin, c'est fini. Comme je l'ai vu il y a 4 ans, hein, le Bitcoin, c'était fini il y a 4 ans aussi, hein, quand il y a eu 2017 et qu'il Ouais, est on y parti a au droit tapis. régulièrement. Voilà. Si certains, et encore une fois, là, on est au niveau de la croyance, hein.
Donc, si certains pensent que, enfin, ne voient pas cette chose qu'a apporté le Bitcoin dans la finance aujourd'hui, il y a des gens qui voient ça comme un truc complètement irréel, qui est juste spéculatif. Bon, ben là, dans ces conditions, oui. Alors là, oui, il faut être trader, il faut juste le spéculer et sortir de ce machin-là, revenir au dollar le plus vite possible ou à l'euro. Et puis voilà. Hein. On raisonne, on est toujours dans un raisonnement euro-dollar et on n'en sort pas et on reste là-dessus. Mais c'est plus mon cas, vraiment, c'est plus mon cas. Pour ça que j'ai une forme de sérénité par rapport au Bitcoin, parce que finalement, quand tu commences à regarder ce que tu as et vraiment à l'évaluer en Bitcoin, en te disant le Bitcoin, de toute façon, ça va être la monnaie, enfin, en tout cas, la valeur d'avenir, l'actif d'avenir. Je ne vais pas dire la monnaie, parce que le Bitcoin comme monnaie, non, on n'y est pas vraiment. Puis je ne suis pas sûr que ce soit le but. Je ne suis pas sûr que ce soit le but. Donc, quand moi, avec mon raisonnement actuel et ma façon de voir les choses avec mon, entre guillemets, ma stratégie Bitcoin standard, ben je suis beaucoup moins, je suis pas du tout stressé par la valeur du Bitcoin. Ouais. Parce que je le vois promis à un très, très bel avenir. Voilà. Alors, pour justement switcher au niveau macroéconomie, alors pour ma part, je regarde avec effroi ce qui se passe en France, en Europe. Je fuis complètement là. Moi, je fais plus de placements en euros là. Je fais plus de placements en Europe tout court. Euh, voilà, sur la zone euro, clairement. Là, on a. Alors, moi, je suis pas mal. Je suis abonné notamment à la lettre d'investissement Grand Angle, où il explique que sur les modèles utilisés notamment par la BCE pour dire que ça va se calmer au niveau de l'inflation, ça va aller au niveau de la récession, au niveau de la gestion de l'énergie, etc., parce qu'ils se sont déjà trompés en fait au niveau de leur modèle, hein, c'est déjà arrivé, ça a été le cas notamment pour la Grèce. Ils l'ont dit d'ailleurs après, quelques années après, en disant en fait notre modèle il marchait pas. Et là c'est la même chose, ils se basent sur des modèles pour prendre leurs décisions. Et moi je pense que soit c'est clairement sous-estimé, soit c'est au niveau communication pour calmer les choses et pour essayer d'avoir un côté prédiction autoréalisatrice en fait, en disant ça va aller et puis comme ça les gens, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là pour essayer de faire le côté la grenouille qu'on est bouillante, mais on fait monter la température petit à petit parce que sinon elle fuit. Et donc là, on a quand même un paquet de trucs au niveau de la zone euro, en Europe, en termes de récession, en termes de choc économique, en termes de problèmes d'approvisionnement, en termes d'inflation, en termes de problèmes politiques, en termes de dissension entre les pays. On le voit entre l'Allemagne et elle qui a à 25%, si je ne dis pas de bêtises, de son approvisionnement en énergie qui est dépendante, je crois, de la Russie. Hein. Je crois que c'est ça, 25 ou 30%. C'est assez phénoménal. L'Italie avec son problème de dette, euh, où la BCE sort son système de rééquilibrage, où en clair, elle va vendre la dette allemande pour racheter la dette italienne, pour essayer de faire en sorte de calmer. Oh là là, on est avec, et tout ça en parfaite euh, rupture avec ce qui avait été décidé à la base au niveau de l'euro, au niveau du rôle de la BCE. On n'arrête pas de casser des barrières, quoi, et pour faire en sorte de faire tenir le système par des C'est bouts de ficelle. extraordinaire. Ouais. Alors, tu viens de nous faire un petit résumé parfait en 5 minutes de ce qui se passe. C'est absolument. Non, mais tu veux que je te dise, le problème de tout ça, d'abord, je te remercie parce qu'en fait, là, on fait le lien entre les cryptos, finalement, le Mm. Bitcoin et la géopolitique. Et pour moi, il est fondamental ce lien. Euh, j'ai fait, alors ma plus récente vidéo que j'ai faite, c'était sur ce sujet-là, puisque j'ai parlé de ce que moi je pensais, la folie dans laquelle, l'espèce d'hystérie dans laquelle Mm. l'Occident est entré Je l'ai vu. depuis la guerre. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je pense très profondément. Ça me désole au plus haut point parce que je suis occidental, parce que voilà, quelque part, nous récupérons et nous sommes des produits
quand même de l'Occident, et donc avec des valeurs qui aujourd'hui devraient être portées par des dirigeants qui font absolument n'importe quoi. Et je pense que le cœur de tout ça est dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui nous attend, si tu veux, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer. Est-ce qu'on est, est-ce Ou qu'on est, ne pas préparer correctement aussi. Tu vois, ça, c'est aussi tu vois, toujours à être court-termiste. Du coup, on repousse à chaque fois l'échéance. Moi j'ai l'impression que c'est ça depuis des années, quoi. Enfin, c'est OK, en court terme, on essaye d'éteindre les feux à gauche, à droite, et puis en termes il n'y a que de ça. vision long terme. Il n'y a que ça. Il y a qu'une chose que je dirais, et là, je vais commencer par un petit point positif, et après, parce que Dieu sait que c'est très, très négatif, plutôt globalement, ce que je pense de ce qui se passe en Europe. Le seul petit point positif que je dirais, c'est que j'ai quand même constaté qu'à chaque fois que l'Europe était à deux doigts vraiment de capoter, en tout cas, la construction telle qu'elle avait été faite, notamment avec l'euro, etc., on l'a vu en 2010-2011, hein, les problèmes qu'il y a eu lorsqu'il y a eu les problèmes de dette avec la Grèce, avec Chypre, etc. Là, bizarrement, ils arrivent, et même si les solutions ne sont pas forcément les meilleures, hein, mais bizarrement, on dirait que quand il y a vraiment le dos au mur, bah, c'est là où, mine de rien, en fait, chaque pays, je veux dire, arrive à taire ses aspirations Mm. et puis sort une solution comme une baguette magique. Alors, le problème, c'est que les solutions qui sortent, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a signé des traités qui sont plus du tout respectés, on fait des choses et on va dans des directions qui sont de plus en plus incroyables, et on nous sort finalement, je me souviens des années 2010-2011, après 2008, moi, j'ai été subjugué des solutions qui étaient apportées parce que c'est des solutions qui, si on les avait proposées juste 2-3 ans avant, n'importe quel économiste de l'époque t'aurait dit, mais vous êtes complètement fou, ça n'arrivera jamais, ils ne pourront pas faire ça. Et pourtant, on l'a fait. Donc, on l'a vu avec le quantitative easing, on a vu que ça a entraîné des taux d'intérêt négatifs. Si on avait parlé à l'époque, je ne sais pas moi, avant 2008, on parlait à un économiste de taux d'intérêt négatif, mais il éclatait de rire. Il dit, mais de quoi vous Mm. parlez? Un taux d'intérêt négatif, ça ne peut pas exister. Et de toute façon, le système aura complètement dévissé et cassé avant que ce genre de choses puisse arriver. Pourtant, on a vu tout ça. On a vu la Banque centrale, d'abord américaine puis européenne, qui s'est mise à acheter toutes les dettes des pays, que ce soit directement ou indirectement. Donc aujourd'hui, ces interventions deviennent monnaie courante et sont devenues normales. La question maintenant, c'est que, vu le tunnel dans lequel ils sont enfermés, entre l'impression monétaire qui maintenant a créé des valorisations d'actifs phénoménales et qui maintenant crée de l'inflation, pas seulement sur les actifs, mais dans les produits de tous les jours, comment ils vont s'en sortir? Parce que maintenant, augmenter les taux d'intérêt, etc., c'est impossible, vu le niveau des dettes. Donc, on est complètement coincé. Et ma Mm. seule question, et c'est ça, moi je suis cette fois-ci très en attente devant le génie de ces gens-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Qu'est-ce qu'ils vont inventer pour qu'on puisse encore acheter peut-être 10 ou 15 ans devant nous, comme on l'a fait depuis 2008, où on s'est quand même payé le luxe de finalement 14 ans, hein, 2008 jusqu'à 2022, ben on a tenu, enfin jusqu'à 2020, hein, 2020 on a eu le Covid, tu vois, il faut toujours mettre le monde sous tension phénoménale pour que tout à coup, tout le monde rentre dans le bercail, on serre tous les fesses, et puis hop, finalement, ça repart. Et moi, je suis subjugué, si tu veux, qu'en 2020, le Covid arrive et que la solution, ça a été d'imprimer cette fois-ci encore beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et, et alors, de façon incroyable, j'ai Et presque de envie de dire, ça a l'endettement. fonctionné. Impression et endettement, ouais. Impression, endettement, et ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens sont restés chez eux, il n'y avait plus une voiture dans les rues, ils font ce qu'on leur a dit, ils prennent l'argent qu'on leur distribue tous les mois gratuitement, et ça fonctionne. Enfin, en tout cas, ça a À fonctionné court pendant 2 ans. terme. À court terme. Et là, on commence à avoir les Ouais, conséquences réelles. exactement. Exactement. Et donc, conséquence, tu vois, et toujours des vues très court-termistes, c'est vrai que c'est tout ça, ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Voilà. Et donc, moi, le cœur en fait, pour moi, tout ce qui se passe, hein,
pourquoi le Bitcoin, pourquoi voilà. C'est ça, quoi. C'est la géopolitique mondiale, c'est d'essayer quand on a encore du bon sens dans sa tête, ce qui franchement est en train de disparaître dans notre monde, le bon sens, ça reste pour moi la chose la plus précieuse que nous sommes tous censés avoir. Hein. Réfléchir avec son cerveau, quoi. Hein. Je suis désolé de le dire aussi bêtement, hein, mais c'est d'une simplicité. Et donc, à un moment donné, quand on voit des dirigeants comme les nôtres, je veux dire, on a quand même, et là, je vais me faire l'avocat du diable, hein, je suis désolé, je reprends ces thématiques-là, mais la Russie, c'est le grenier de l'Europe. La Russie, ils ont tout. Comment est-ce qu'on peut décider unilatéralement de devenir hystérique parce que la Russie fait des opérations qu'on juge mal ou bien? Je conçois que certains sont scandalisés par ce que fait la Russie en Ukraine. Je veux bien. Même si, je vous le dis à titre personnel, je le suis. Disons que je le suis ni plus ni moins que ce qu'ont fait les États-Unis depuis 25 ans en Irak, en Libye, en Syrie, au Ouais. Kosovo. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste Il n'y a entière. pas eu la Donc, même eux, ils l'ont fait. couverture Voilà. médiatique, Voilà. on va dire, sur certaines choses. Voilà, éclairage médiatique qui a été amené, clairement. Donc, oublions le côté scandalisé. Qu'on le soit pas, la question, à la limite, elle n'est même plus là. La question est simple, c'est qu'on est dans un monde réel, les gars. Faut quand même, c'est plus les bisounours. On a notre grenier qui est lié géographiquement à notre continent. Je veux dire, c'est la Russie et l'Europe, on est un continent ensemble. On peut avoir des relations tout à fait normales avec Vladimir Poutine, qui est effectivement le leader de ce pays depuis maintenant 20 ans, qui, et qui, bon an, mal an, n'a fait que des appels du pied à l'Occident pour qu'enfin on cesse de le piquer tel que, voilà, on pique l'ours russe depuis maintenant plusieurs années. Et bon, on se retrouve dans une impasse. Il fait une opération militaire dans un pays. Écoutez, on en a fait des dizaines depuis 25 ans partout dans le monde. Donc, OK, est-ce que c'est une raison pour se couper de toutes les de devenir hystérique sur les censeurs? Pour moi, c'est incompréhensible. Ah Et bah, cette. il y a une explication pour moi qui est assez claire. Hein. C'est qu'il y a 20 ans de ça, on disait les États-Unis, c'est le déclin, c'est l'Europe l'avenir avec l'euro, etc. Et les États-Unis, du côté des États-Unis, bah, ils ont utilisé leur pouvoir, ils se sont immiscés. Tu vois, on le voit, tu vois, comment les young leaders, où ils se targuent d'avoir notre cher Macron qui est passé là-dedans. En fait, ils ont été plus forts que de, de tirer les ficelles. Ils ont instillé tellement fort leur valeur et en fin de compte leur vérité de la direction dans laquelle ça devait aller, qu'ils n'ont même pas besoin de dire toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ils sont tellement conditionnés, en fin de compte, les leaders qui sont mis à la tête de nos États aujourd'hui, pour desservir en fait le continent européen, pour desservir l'Europe. Enfin, pas forcément le continent européen, mais en tout cas l'Europe, quoi. Et ce qui, au C'est final, terrible. sert, parce que les États-Unis, qui a un rapprochement entre l'Europe et la Russie, forcément, ça leur plaît pas du tout. Pas du Et tout. en plus de ça, non seulement eux, ils y gagnent, mais en plus de ça, ils tuent un concurrent, quoi. C'est de la L'Europe folie. était devenue un concurrent, l'euro était Mais tu vois, devenu un concurrent au dollar. Et là, ils sont en train de tuer, tout simplement. de tuer. Voilà, la partie est gagnée, bravo. Tu vois, c'est fascinant parce que là, ton analyse, elle est claire et nette. Moi, voilà, je suis à 100% sur cette ligne-là. Je suis donc, on ne peut qu'être absolument désolé de voir nos leaders européens totalement aux mains, finalement. Alors, aux mains de qui d'ailleurs? Tu parles du World Economic Forum. Est-ce qu'ils sont liés aux États-Unis? C'est vrai que les États-Unis semblent sortir leur épingle du jeu. Ce qui moi, me sidère là aussi, parce que, alors les États-Unis, j'en reviens, moi j'aime beaucoup les Américains, j'ai rien contre les Américains, mais honnêtement, que nous, nos dirigeants européens, soient complètement devenus les pantins de ce qui se décide aux États-Unis ou ailleurs. Alors c'est ça la question, je ne sais pas trop où ça se décide, mais effectivement, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est les États-Unis. C'est une aberration. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde où les Américains réussissent encore à nous diviser, à faire de nous leurs jouets, et c'est nous qui payons les pots cassés. Hein. Et moi, Mm. c'est même pas que ça me désole, enfin, ça me sidère. Si tu veux. Donc, je me dis, il est vraiment temps qu'on change de dirigeant. Et alors, malheureusement, on vient en France d'élire, je pense,
entre guillemets, le meilleur élève d'entre tous, hein, c'est-à-dire Emmanuel Macron, young leader de chez les young leaders. Hein. C'est ça. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est malheureux pour l'Europe. Vraiment malheureux. Vraiment malheureux parce on est quand même un joli continent, quoi. Hein. On pourrait faire mieux, quoi. Mais je m'attends, tu sais, Cédric, je te dis honnêtement, le truc, c'est que je pense qu'à un moment donné, enfin, j'ai quand même espoir qu'on revienne à la raison, si tu veux. C'est toujours pareil. Il y a un moment où j'arrive pas à imaginer qu'on aille comme ça qu'on va se laisser embarquer dans une folie totale, sans broncher, et que ça va continuer. Enfin, moi, c'est mon seul. Alors là, c'est mon côté presque optimiste, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, je me demande quand même si on va pas se réveiller. Et si du coup, tu vois, les Allemands notamment, Mm. euh, eux, ils sont en train de. Je pense qu'en Allemagne, ça va grincer très fortement des dents. Enfin, je sais déjà que ça grince des dents sur pas mal de sujets, hein, notamment les écolos qui aujourd'hui, quand même, ont été élus en Allemagne, doivent accepter d'importer du pétrole de schiste des Américains qui, non seulement écologiquement est pourri, coûte 3 fois plus cher. Enfin, ils sont devenus fous. On réimporte le gaz de l'Inde en le payant une plus-value à l'Inde qui elle-même l'importe de Russie. Mais on est devenu complètement cinglé. J'ai pas d'autres, j'ai malheureusement pas d'autres mots. On est devenu fou. Donc, face à ça, je me dis, bon sang, il va quand même y avoir. Enfin, j'ai quand même espoir qu'il y ait un retour au bon sens à un moment ou à un autre. Voilà, tout ce que je peux dire là-dessus. Je suis beaucoup Et plus. ce qui nous. Ouais, je suis pessimiste pour ma part. Je pense que le seul moyen qu'il y a un changement, que les choses bougent, c'est que c'est une explosion sociale, en fait. Moi, Eh bien, je c'est ne vois peut-être que ça le ce bon sens. chemin-là. Je ne vois que ce chemin-là. Et enfin, il va falloir arriver au. Comme on a, cet adage des temps faibles, enfin des temps Ouais, prospères créent des hommes faibles. Et pour moi, aujourd'hui, en Europe, l'Occident, où on a profité, tu vois, concrètement, je sais pas pour ceux qui ont vu Hunger Games, mais en clair, l'Occident, c'est le Capitole, quoi. On a profité de l'ensemble du reste du monde, quoi. On en a bouffé les ressources, on a vécu allègrement, voilà, en s'endettant de plus en plus, en endettant les générations futures. Et là, on commence vraiment à en payer la note. Et les gens sont endormis à coup alors là, voilà, c'est ma vision, mais endormis à coup de Netflix, endormis à coup d'aide sociale, endormis à coup de papa État est là pour vous protéger, à coup c'est ça, de déresponsabilisation. totalement. Et, et voilà, et je pense que il faudra que les gens aient vraiment faim ou soient dans la souffrance. Et je ne vois pas, c'est pour ça que je ne vois pas les choses s'améliorer, sauf à arriver vraiment au point dur où ça explose, en fait. C'est possible. Non, c'est possible. Maintenant, comme je sais que si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur les objectifs, en plus, qui sont même pas cachés, hein, là, on n'est pas dans la Ah conspiration oui, hein, du World ouais, Economic Forum. absolument. Les objectifs du World Economic Forum, c'est d'avoir Mm, une grande population mondiale totalement, je dirais, locataire de tout, et qui n'est plus mm. propriétaire de rien, et qui soit uniquement dépendante des subsides que leur donnent les gouvernements. Et que ce soit comme des gentils petits laquais qui viennent tendre la main gentiment auprès de leur gouvernement qui leur délivre comme ça l'obol. Hein. C'est un peu ça le modèle. Donc, si ce système-là fonctionne, moi, ce qui m'étonne dans ce système-là, c'est à la limite, je dirais, écoutez, moi, si 90% des gens se contentent de ce genre de vie, bon, bah, allez-y. Hein. Le problème, c'est que même dans ce schéma-là, j'arrive pas très bien à voir finalement à quoi correspond l'argent. Alors, cet argent qu'on va donner aux gens, il vient d'où? C'est la chose, moi, il vient d'où? Tu vois, c'est bien de distribuer de l'argent gratuit, mais comme on le voit, ça crée quand même des problèmes de dette, etc. Alors même avec de la dette à zéro, du coup, ça crée d'autres problèmes. Ça crée les inflations d'actifs. Et Enfin, de toute façon, ça crée des problèmes quelque part. Donc, créer de l'argent à partir de rien et que les gens aillent au supermarché et qu'ils mm. arrivent à acheter des trucs avec, à mon avis, ça n'a qu'un temps. Voilà. Et Alors on est dedans, oui, d'ailleurs. bah pour moi, je fais le parallèle avec l'Union soviétique, hein, c'est que
en fait, et on en discutait encore dernièrement avec un ami là qui est à Maurice, qui vient d'arriver. Et en fait, tu peux durer longtemps comme ça parce que tu donnes de l'argent aux gens, qui au final est une monnaie de singe, mais ils finissent par le payer quelque part. Et comment ils le payent? Ils le payent en qualité de service, ils le payent en temps d'attente. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui apparaît, qui est clairement présent en France. J'ai un ami là, il a besoin d'un accompagnement pour son fils. En France, accompagnement gratuit. Ah, c'est génial. Mais 2 ans d'attente. 2 ans pendant lesquels il ne peut pas, ben, du coup, être aidé. Ici à Maurice, il paye. Il paye, par contre, c'est immédiat. Et c'est la monnaie, en fait. Et moi, ça me rend dingue, quoi, à quel point les gens n'accordent pas de valeur à leur temps. Et c'est ça, c'est la nouvelle monnaie, en fin de compte. C'est le temps d'attente. Le temps d'attente, la Ouais, disponibilité des produits. La disponibilité des produits. Voilà. Parce qu'effectivement, si tu fixes les prix de la même manière, ben en fait, OK, ben, tu fixes les prix, mais les gens, ils vont arrêter de produire puisqu'ils y gagnent rien. Donc, en fait, tu vas avoir beaucoup c'est plus de clair. temps pour pouvoir y accéder. Et c'est la direction vers laquelle on va Ouais. avec Non, mais le sourire tu limite, pointais. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu as pointé exactement le truc, tu as comparé ça avec l'URSS de l'époque, c'est exactement ça. Et alors, quel pied de nez de l'histoire? Quel pied de nez de l'histoire? Tu vois, pour moi, Ouais. c'est le plus grand pied de nez. C'est qu'aujourd'hui, moi, je veux dire, l'URSS, je l'ai connu dans les années 90. Moi, j'avais 25 ans quand l'URSS est tombée, donc j'ai quand même eu le temps de connaître la période avant. Et je peux te dire que finalement, c'est aujourd'hui, c'est pour moi le plus grand pied de nez de l'histoire, c'est que la Russie s'est libérée du joug communiste en 1990, 70 ans de communisme qui a été quand même une catastrophe pour le pays. Donc effectivement, avec une horde, je pense 95% d'une population totalement asservie, totalement en esclavage, mais en esclavage, je dirais, avec cet argent qui valait rien, qui leur était distribué, avec lequel ils achetaient plus rien. Enfin, Ticket de qui est-ce qui rationnement. produisait pour des roubles de l'époque, tu vois, rien. Et puis, ils se sont libérés. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est d'assister à nous, l'Occident, qui étions pourtant, moi, que je voyais à l'époque comme étant les grands vainqueurs de tout ça, mais finalement, on est en train de basculer nous aussi. C'est juste, on a un système un peu plus résilient que le leur, mais en fait, je me dis qu'on va peut-être s'écrouler aussi comme eux. Et ça va être finalement une grande explosion finale où nous-mêmes, notre système, même le nôtre, là, il est en train de partir complètement en cacahuète. Totalement en cacahuète. Oui, et le pied de nez est d'autant plus flagrant de voir aujourd'hui un Vladimir Poutine qui se place très clairement comme plutôt quelqu'un qui est voilà, qui est contre cet agenda mondialiste quasi communiste. C'est quand même un pied de nez fascinant, quoi, parce que nous, on est en train de tomber dans quelque Mm. chose qui ressemble à ce qu'était l'URSS. Évidemment, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus malin, c'est fait d'une façon qui est quand même pas aussi je dirais, ridicule et violente que l'avait fait l'URSS à l'époque, mais on y va tout en douceur. Voilà, on nous y amène. Et donc, ce monde souhaité par le World Economic Forum, bah, c'est vraiment pas un très joli modèle. Donc, ouais, on va peut-être finir. Enfin, voilà, c'est qu'ils sont convaincus que c'est la solution. Ouais, Et vous ne posséderez rien et vous serez heureux. ouais, ouais, c'est ça, Puis il y a c'est la ça. deuxième phrase, c'est C'était, si vous n'avez rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Tu vois, j'adore, j'adore, exactement. c'est Il faut pas avoir peur de tout nous donner. Donnez-nous tout. ouais, Vous c'est n'avez ça. rien à cacher. Voilà, tout Oui, va bien. Non, enfin bon, c'est écœurant en fait. Parce que toi comme moi, on a des amis, on a de la famille qui restent en Occident. Nous, bon ben, on a fui tout ça et c'est notre point de vue. Voilà, on a notre vision et certainement qu'il y en a plein qui effectivement ne la partagent pas. Et c'est dur. D'ailleurs, moi je le vois. Hein, c'est dur pour certains proches de savoir que j'ai cette vision ou même de m'entendre en parler parce que eux ils y sont et ils voient pas de possibilité d'en bouger. Et en clair, oui, c'est de leur dire, bah voilà, vous allez à l'abattoir et eux se sentent bloqués, quoi.
Ouais. Donc, j'évite, tu vois, Ça va d'en être surtout, parler. Je fais attention à comment je le dis, quoi, parce que c'est dur, ça quoi. va être surtout pour les prochaines générations, hein. Moi, c'est vrai que les générations qui viennent, bon, moi j'ai des enfants, je les vois grandir. Je sais pas trop comment ils vont gérer tout ça. Mais ça va devenir leur problème à un moment donné, hein, c'est sûr, hein. Je suis ravi, d'ailleurs, je conclurai là-dessus, hein, sur ce sujet-là, c'est que, évidemment, moi, ça m'amène, comme tu disais, nous, on a dégagé, on a quitté le navire qui coulait, et je suis ravi d'avoir fait ce choix de l'île Maurice aujourd'hui, parce que à Maurice, comme je l'ai dit d'ailleurs, et comme j'ai dit dans la vidéo où je parlais de ce sujet-là, c'est que on est sur un pays qui a des influences qui ne sont pas du tout que européennes. Et Mm. à Maurice, il y a quand même une majorité hindoue, donc il y a une énorme influence de l'Inde. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a une influence chinoise économique qui est énorme à Maurice. Donc Maurice Ouais. est un pays qui a une influence qui est différente de juste l'influence occidentale. Je pense que c'est une très très bonne chose. Parce que dans l'évolution qui va arriver, il y a des puissances qui vont être aujourd'hui, d'ailleurs, qui se dessinent, hein, très clairement, hein. Aujourd'hui, on peut me dire l'Inde est neutre par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'OTAN. La vérité, c'est qu'elle n'est pas neutre. La vérité, c'est qu'elle est plutôt du côté des Russes. La Chine, très clairement, est devenue l'allié des Russes. Il faut quand même que l'Occident aujourd'hui comprenne, donc que nous comprenions que le monde n'est plus un monde où il y a nous qui dirigeons tout et qui Mm. sommes les maîtres absolus, et quelques petites voix qui viennent nous emmerder. Non, non, le monde aujourd'hui, depuis février 2022, il a complètement changé. Il y a l'OTAN qui est juste l'Europe occidentale et les États-Unis, et l'Australie, disons, ok, Australie-Nouvelle-Zélande, c'est ça l'Occident, rien de plus. Il y a un bloc maintenant qui se crée, qui est effectivement le bloc russe-Chine, et excuse-moi de te dire que celui-là, c'est pas un petit bloc, hein. C'est juste la Ah Russie oui, et la Chine ensemble, c'est quand même un truc énorme. Et c'est on clair. a quand même des pays qui autour sont plutôt totalement neutres, voire, enfin en tout cas, continuent leur business avec la Russie, hein, l'Inde, etc. Puis on a tout le reste du monde, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Est-ce que les gens croient qu'ils sont pro-occidentaux? Pas du tout. Eux, ils regardent tout ça avec un œil très très critique sur l'Occident. Et on est en train de payer les pots cassés de tout ce qu'on a fait pendant les 25 dernières années. Oui, oui. Et dernier mot, je ne sais pas si tu as vu, hein, mais le PIB mauricien pour l'année financière 2022-2023, l'augmentation du PIB, c'est un des pays où il y a la plus forte augmentation de PIB. Là, aujourd'hui, elle est estimée à 8,5%. Quand Maurice, ça va bien. OK. Tu vois, ça, je ne le savais pas. Je n'avais pas regardé ça. Excellent. C'est Excellent. Je pensais. dans les pays. Alors, c'est dans. Putain, je regarde. Voilà. Les pays avec une prévision de croissance du PIB supérieure à 5%. On en est dans les pays, du coup, qui ont la plus forte croissance mondiale en 2022. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Donc Je là, mettrai le lien, on- tiens, en description, ouais, vers la source. ouais. Ben, là, je crois que la conclusion, du coup, est toute trouvée, hein. C'est venez à l'île Fuyez. Maurice. Fuyez ou venez Non, chercher mais voilà, quelque chose un endroit, un environnement qui va mieux, quoi. Après, bon, moi, voilà, j'attends, il y a aussi des choses négatives à Maurice, hein, attention, hein, c'est pas bien sûr. tout mignon, etc. Plus de liberté, plus de responsabilité aussi. Il faut être prêt à ça. Oui, 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 non, mais c'est clair. Et, et de toute façon, moi, j'attends, je le savais, hein, j'attends, disons, avec impatience, entre guillemets, même si là, j'ai encore quelques jolis jours devant moi avant le retour. Mais voilà, je serais ravi d'être rentré à Maurice le 24 août ou le 25 août et observer depuis là-bas ce qui va se passer dans les mois qui viennent, parce que quand À la même, je pense que rentrée, ça va être, ouais, ouais, la rentrée va être ouais, intéressante. le côté social dont tu parlais tout à l'heure, je confirme, je pense que ça va bouger. Ouais. Surtout en France, d'ailleurs. Je ne serais pas étonné que ça bouge en France. Ouais. Là, rien On que verra. l'hiver, tu vois, je disais que 1 degré de différence en moyenne au niveau de l'hiver qu'il va y avoir, c'était, je crois, 1 ou 1,5
points de récession en plus. À quel point l'impact énergétique, quoi. Donc, Ils sont déjà, j'arrête pas d'entendre ici qu'ils sont déjà en train de prévoir des plans de réduction de malades, moins ouais, ils 15%. demandent Il va 15% à tous falloir, les pays. Oui, il va falloir avoir froid cet hiver si on est en Europe. C'est ça le. Préparez-vous à avoir froid. ouais, c'est clair. Mais c'est quand Enfin, même pas c'est fou. tenable. C'est quand même C'est fou c'est une qu'on en arrive régression. à. Mais c'est Oui, une c'est une régression régression. totale. Mais là, voilà, la chute, ça se fait doucement au début et après ça accélère. Et là, moi, j'ai un sentiment d'accélération. Mon Dieu, que j'espère Tout à fait. tellement me tromper à chaque fois. J'espère tellement, tu vois, être biaisé, etc. Mais Ouais, le temps ouais, nous donne raison, malheureusement, quoi. ouais, ouais. Bah Bon, écoute, on verra bien. On verra bien. voilà. Et bon, bah, pour ma part, c'est vrai qu'on en a pas parlé, hein, mais moi, je suis en recherche permanente de solutions d'investissement en dehors de l'Europe, en dehors de l'euro. Donc là, comme je te le disais juste avant qu'on démarre la vidéo, là, j'ai une opportunité d'investissement dans de l'immobilier en Angleterre. Là, j'ai investi dans Ok. de l'immobilier à Dubaï. Et puis, je recherche comme ça des possibilités d'investir dans des devises en dehors qui ne soient pas en devises euros. Parce que Et donc, la dévaluation de l'euro, bah, en fait, tu as beau avoir un truc qui te rapporte 10% annuel. Si ton euro il perd 10%, en fait, tu as ton risque, mais tu gagnes rien, quoi. Donc, ah bah, bien et moi, sûr. je pense que l'euro, il va continuer à se cracher. Ouais. Alors ça, ça, par contre, j'ai du mal à me prononcer parce que là, on est à 1 euro, 1 dollar quasiment, hein. Ouais, là, on a un rebond technique, un 0,3. 0,22, 1,03 approximativement, Juste, quoi. est-ce Mais que tu peux, est-ce que tu peux expliquer, juste en 2 mots, nous dire c'est quoi tes investissements immobiliers à Dubaï, par exemple? Comment tu t'y prends? bah, par des club deals, en fait. On pourra, voilà, on pourra en parler tous les deux. Ça, c'est un truc que je réserve plutôt pour ma communauté privée. Mais les club deals. Alors, typiquement, là, c'est un ticket minimum de 15K, quoi. Ça ne s'adresse pas à toutes les bourses, hein. On ne va pas pouvoir y aller avec 500 euros. Pareil, du côté de l'investissement en Angleterre, c'est du ticket entre 50 et 100K. Ok, ok, Voilà. parfait. Ok. Bon, super. Bah Très écoute, bien. Bon, j'espère qu'on ben, a fait on a un dépassé tour. le temps qu'on avait prévu. Ouais, J'espère que tu ne seras pas trop en retard. non, c'est bon. Et merci. À très bientôt. Je t'en prie. À très bientôt. Salut à Salut à tous. tous. À bientôt.